Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 25 avril 2022. Nous avons eu l'opportunité dans les dernières semaines, derniers mois, par nos infos d'Alpémilette, et maintenant qui s'appelle Info Sabius, de parler de l'environnement de marché qu'on connaît depuis quelques mois. Mais je tenais quand même à vous le dire, vous répéter un peu le message, et je dirais que le titre de cette web diffusion serait « Qu'est-ce qui se passe avec les marchés ?» Alors, j'ai rédigé quelques notes, là, vous allez voir, c'est pas très fancy. Je vais essayer de vous dire dans mes mots un peu de mon interprétation de ce qui se passe dans les marchés, l'ensemble des marchés obligataires, marchés boursiers, depuis quelques mois, pour vous permettre de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe et vous permettre de prendre un peu de recul, puis de mieux internaliser vos inquiétudes, si vous en avez, et comprendre un peu ce qui se passe. Souvent, mon expérience, c'est quand on comprend qu'est-ce qui se passe, bien déjà, la moitié de la bataille de la gestion de nos émotions est derrière nous. Donc, ce qu'on vit depuis quelques mois, et particulièrement plus intense dans les dernières semaines, c'est, à mon avis, un recalibrage ou en bon français, un reset des valeurs de tous les investissements. La valeur d'un investissement ou la valeur d'un actif qui produit un rendement, donc ce qu'on appelle un investissement, est dictée par deux choses. Un, ce que produit cet investissement-là, et deuxièmement, la valeur que l'on attribue au produit de cet investissement-là. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le produit de l'investissement? Si on parle des actions de compagnie, on parle du dividende, des profits qui sont générés par la compagnie en question dont on détient les actions. Si on parle des obligations, certificats de dépôt, des titres à revenus, on parle du revenu d'intérêt qui nous est payé annuellement ou semi-annuellement. Donc, ça, c'est le produit de l'investissement. Si on parle d'un investissement immobilier, c'est les revenus de location nette qui sont reçus sur une base mensuelle. Alors ça, c'est le revenu de cet investissement immobilier-là. Si on parle de terres agricoles, ben, c'est les recettes qu'on génère nettes des dépenses quand on vend le blé ou les pommes ou n'importe quel produit qui est généré par la terre. Donc, ça, c'est le produit de l'investissement. Certains investissements que l'on fait produisent un revenu régulier, donc c'est le même revenu. Par exemple, vous achetez une obligation à 5 ans d'Hydro-Québec, bien, ça vous donne un paiement d'intérêt qui est le même montant chaque année jusqu'à l'échéance de votre placement. Donc, c'est un montant égal. Et vous avez aussi des investissements qui produisent un rendement ou un revenu qui est variable. Par exemple, vous achetez des actions de compagnie, bien, les bénéfices, généralement, sont en hausse. Vous achetez un immeuble à revenus, bien, généralement, les revenus de loyer augmentent de façon annuelle. Donc, c'est un revenu variable. Puis, la plupart du temps, quand il est variable, il est à la hausse régulièrement. Donc, deux sortes de revenus. Fait que ça, c'est le revenu qui est généré par l'investissement. Le deuxième élément qui compose la valeur de cet investissement-là, c'est combien on paye pour ce revenu, pour ce dollar de revenu qui vous est procuré par votre investissement, on paye combien? Alors, par exemple, quand les taux d'intérêt sont autour de 2 %, bien, vous payez 100 $ par exemple pour une obligation d'Hydro-Québec, bien 100 $ pour recevoir 2 $ par année de revenus, bien c'est comme si vous payez 50 fois les revenus. La bourse en moyenne depuis dizaine d'années, 10-12 ans, chaque bénéfice de 1 $ qui est généré par les entreprises, là, naturellement, je fais des observations généralisées, mais le marché a payé entre 15 et 22 fois pour chaque dollar de bénéfice. Contrairement aux obligations où le montant reçu annuellement est égal, le même. Pour les actions, ce montant-là de bénéfices augmente à chaque année. Donc, même si on paye 15-20 fois, ben, l'année d'après, ben, on ne reçoit plus juste une pièce de bénéfices, ou de revenus. On reçoit une pièce et 15, une pièce et 20. Même chose en immobilier. Je me souviens dans le temps, il y a 15 ans ou 20 ans, vous achetiez un immeuble à revenus, vous payiez à peu près 10 fois les loyers. Aujourd'hui, c'est 20-22 fois les loyers. Et qu'est-ce qui influence
la valeur que vous payez pour chaque dollar de revenu généré par votre investissement, c'est grosso modo et principalement le niveau des taux d'intérêt. Le niveau des taux d'intérêt, c'est ce qui crée la rareté, c'est ce qui crée qu'un placement vaut plus ou vaut moins. Exemple simple, vous prenez une obligation d'Hydro-Québec, mettons qu'il y a une échéance de 10 ans qui vous rapporte 2 % d'intérêt à chaque année pendant 10 ans. Bien, quand les taux sont 1 %, bien, votre obligation de 2 % elle vaut cher pour vous parce qu'elle vous rapporte 2 fois plus que le niveau des taux actuels en vigueur, mais si soudainement les taux d'intérêt deviennent 3 %, la même obligation de 2 %, bien là, elle est moins rentable parce que là, les alternatives sont à 3 % et la vôtre, elle rapporte juste 2 %. Alors ça, c'est vrai pour les titres à revenus, c'est vrai pour les actions, c'est vrai pour l'immobilier. C'est pas un hasard que les prix payés pour l'immobilier, je parle des immeubles à revenus, sont beaucoup plus élevés aujourd'hui par pièce de revenu. On parlait de 20-22 fois les loyers. Dans le temps, c'était 10 fois. Bien, c'est parce que les taux d'intérêt dans le temps étaient à 8-10 %, puis aujourd'hui, ils sont 2-3 %. Donc, le pouvoir d'achat est affecté significativement par le niveau des taux d'intérêt. Même si vous ne louez pas, si vous achetez pour habiter dans votre building ou dans votre maison ou dans votre appartement, bien, c'est sûr que quand les taux d'intérêt les taux d'hypothèque sont à 1,5 %, ça vous permet de payer plus cher pour le même building ou la même maison que si les taux d'intérêt ou les taux d'hypothèque étaient à 3 %. Donc, le taux d'intérêt a un impact significatif sur la valeur de tous les placements et de tous les actifs qui sont producteurs d'un revenu. Donc, les changements de valeur sont liés au change souvent, et surtout sur des échéances courtes. Les changements de valeur sont drivés ou sont provoqués par des variations de taux d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt bougent de façon significative, ça a un impact sur les valeurs. Depuis une trentaine d'années, on voit les taux d'intérêt baisser de façon graduelle, mais presque non-stop, depuis la fin des années 80. Les taux d'intérêt baissent de façon graduelle pour toutes sortes de raisons. Et ça a gonflé les évaluations des titres. Donc, tout ce qu'on paye aujourd'hui pour un placement, on le paye plus cher qu'on le payait dans le temps parce que les taux d'intérêt ont baissé. Donc ça a bonifié la progression. En plus que les revenus, les profits des compagnies ont augmenté de façon importante depuis 15 ans, 20 ans, les revenus de loyer ont augmenté. Alors tout ce qui produit un revenu variable, non seulement le revenu a augmenté, mais en plus c'est pricé à un multiple plus élevé parce que les taux d'intérêt sont plus bas. Ajouter, donc ça c'est la tendance générale des, mettons, 25-30 dernières années, mais ajouter à ça l'expérience plus récente du COVID. Le printemps 2020, quand le COVID est arrivé, ça a créé un choc majeur dans les économies du monde et les banques centrales, qui sont des éléments importants dans la détermination des taux d'intérêt, ont baissé les taux d'intérêt qui étaient déjà pas élevés, mais ils ont baissé encore plus pour donner un peu d'oxygène à l'économie. Donc ça a fait que à un environnement structurel de taux qui baissait depuis 30 ans, on a rajouté un autre élément de baisse de taux qui a amené les taux d'intérêt à des niveaux presque 0 %, là, presque du jamais vu. Alors ça, c'est ce qui explique un peu les dernières années. Les banques centrales du monde, constatant que l'impact, le choc économique du COVID, c'est pas complètement réglé, mais il y en a un bout en arrière de nous autres, ont décidé depuis quelques mois de ramener les taux d'intérêt à un niveau qui est un peu plus en ligne avec une économie qui sort du choc traumatique du COVID. Là. Pas que c'est complètement réglé, mais on est mieux qu'on était il y a 2 ans. Donc, les taux d'intérêt sont en train de remonter. Alors ça a un impact sur les taux à court terme, taux d'escompte qui sont gérés. Là, la Banque du Canada a augmenté ses taux de 1,5% il y a une semaine ou 10 jours. Va continuer à augmenter ces taux-là à un niveau qu'elle va trouver qui est en ligne avec ce qui se passe dans l'économie. Et ça a un impact pas juste sur le taux d'escompte qui est géré par la Banque du Canada ou la Fed ou les autres banques centrales du monde, mais ça a un effet sur les taux à moyen long terme qui, dans le fond, sont reflétés par le marché obligataire.
Donc, cette hausse de taux-là qu'on voit, d'ailleurs, les taux obligataires, qui sont les taux des marchés, avaient commencé à baisser avant que les banques centrales, c'est-à-dire les taux avaient commencé à monter avant que les banques centrales agissent. Puis là, les banques centrales ont commencé à agir depuis un mois dans les taux d'intérêt, les taux d'escompte, ce qui explique que les taux du marché obligataire ont commencé à monter depuis milieu de l'automne l'an passé. Hausse quand même significative, là, les taux ont presque doublé, là, sont passés de 1,25 à 1,5 à tout près de 3 %. Et cette hausse de taux-là fait en sorte que la valeur des obligations, parce que l'obligation qui rapportait 1,5 il y a 3-4 mois, bien ça c'était le taux du marché, mais la même obligation est encore en vie aujourd'hui, puis elle rapporte encore 1,5 %, mais là les taux sont 3 %. Alors c'est ce qui explique la valeur des obligations. Le marché obligataire a reculé de à peu près 11 % depuis quelques mois, qui est une baisse quand même importante. Tu sais, si vous avez une obligation qui rapporte 1,5, là, puis elle baisse de valeur de 10 %, ça veut dire que vous venez d'effacer 7 ans ou 8 ans de rendement d'intérêt d'un coup. Donc, c'est une baisse non seulement significative, mais une baisse qu'on n'a pas eue, parce que depuis 30 ans, ça baisse les taux d'intérêt. En général, il y a des petites pointes, là. Donc, c'est quelque chose que le marché a eu à digérer. Et non seulement cette hausse de taux-là a eu un impact sur le marché obligataire, ça c'est un impact direct parce que les taux d'intérêt, c'est la seule affaire que vous donne une obligation, mais ça a eu un impact aussi significatif sur toutes les autres valeurs d'actifs, ça a eu incluant le marché boursier. Donc, combien vous étiez prêt à payer pour 1 $ de bénéfice il y a 3 mois ou 4 mois, un bénéfice d'une compagnie quelconque cotée en bourse, bien vous êtes prêt à payer un petit peu moins cher aujourd'hui parce que comme l'obligation, bien, les taux d'intérêt ont monté aussi pour l'ensemble du marché, fait que ça a diminué le ratio d'évaluation de vos actions. Heureusement, les actions, c'est pas comme des obligations, parce que les actions, ça, dans le fond, ça procure des revenus, des profits, les compagnies procurent des profits, alors qu'une obligation, si vous avez acheté une obligation qui donnait 2 %, vous êtes pogné avec votre 2 % jusqu'à l'échéance, alors que des actions, bien, le dollar de bénéfice il augmente à chaque année. Donc, l'effet des taux d'intérêt est en partie compensé par l'appréciation annuelle des bénéfices des entreprises. Mais malgré ça, les bourses ont reculé. Cette année, on est rendu à 10-11 % l'ensemble des bourses du monde. Ça va baisser un peu à la fin de l'automne. Donc, un impact sur le marché boursier aussi, pas à la fin du monde, là, mais quand même 10 % de baisse, qui est lié essentiellement à cette hausse des taux d'intérêt et un reset de valeur qui s'est fait. La question que le marché se pose, naturellement, c'est est-ce que la baisse de marché, autant marché boursier, marché obligataire, l'ensemble des marchés, est-ce que ça escompte pleinement l'environnement actuel? Est-ce que les hausses de taux du marché obligataire, parce que le marché obligataire, comme on dit, lui anticipe les hausses de taux, donc les taux des banques du Canada, par exemple, n'ont pas fini de monter, mais ça ne veut pas dire que les taux à 5 ans, 10 ans, eux, n'ont pas déjà fini de monter, parce que les autres sont déjà bien plus hauts que les taux d'escompte. Donc, est-ce que on est plus proche du plafond des taux ou on est encore proche du plancher des taux à moyen et long terme? Et ça, c'est la question que se pose le marché. Et pour répondre à cette question-là, bien, la question, c'est l'inflation va faire quoi? Parce que la principale déterminante des taux d'intérêt, c'est le taux d'inflation. Si vous avez un taux d'inflation pour les 10 prochaines années à 5 %, bien ça va driver des taux d'intérêt qui sont plus élevés que si l'inflation des prochaines années va être 2 %. Donc, et c'est ce qui anime la pensée puis qui préoccupe le marché, c'est qu'est-ce que l'inflation va avoir de l'air dans les prochaines années. Dans les derniers 10-15 ans, les banques centrales du monde ont cherché par leur politique à avoir une inflation autour de 2 % et ils ont eu toute la misère du monde à se rendre à 2 %. Ça a été plus proche de 1,5 que 2 % Donc, il n'y avait pas vraiment d'inflation significative. Là, depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, on voit des taux d'inflation qui sont plus dans les 6-7 %. Fait que c'est clair que si l'inflation est à 6-7 %, même avec des taux qui ont doublé, qui sont rendus à 2,5-3 %, les taux obligataires, c'est pas assez. Sauf que les taux l'inflation qu'on vit actuelle est le reflet d'un phénomène, une combinaison d'éléments, des éléments structurels qui peut-être, on ne sait pas encore, mais peut-être va avoir une durée pour les 5-10 prochaines années, mais aussi d'une conjoncture particulière liée au COVID.
COVID. Le COVID, ou l'après-COVID, là, on est en train de vivre l'après-COVID. Ce qu'on a vu, c'est que la demande de biens, et là maintenant de services avec le décloisonnement, etc., les masques qui disparaissent, puis qu'on n'a plus besoin des passeports vaccinaux, puis les gens sont vaccinés, la demande de services a augmenté. Les gens vont prendre l'avion, font du tourisme, vont au restaurant, qu'ils n'avaient pas vraiment fait. Ils achetaient des frigidaires, des autos, des maisons, mais ils ne faisaient pas grand-chose qui était dans les services. Là, ça commence à revenir. Donc, la COVID a eu un impact majeur. En partie sur la demande, mais surtout sur l'offre, la capacité des entreprises d'être efficaces comme elles le sont habituellement, puis de livrer les produits ou services aux consommateurs qui en voulaient. Donc, il y a un déséquilibre à cause du COVID qui a été majeur, qui est en train de se résorber, qui est principalement la résultante d'une incapacité de l'offre de suffire à la demande, plus qu'un problème de demande. Ce que les banques centrales cherchent à faire en augmentant les taux d'intérêt, c'est réduire un peu du stimuli qui est rendu moins nécessaire avec l'après-COVID, mais aussi de garder sous contrôle l'inflation. Il n'y a pas grand monde, incluant les banques centrales, qui s'attendent à ce que l'inflation reste à 6-7 % dans un an ou deux, au fur et à mesure que va se normaliser l'offre de biens et services dans l'économie, puis qu'on va commencer à sortir graduellement de la COVID. Donc, c'est pas autant ça qui est la préoccupation, autant que de dire, bon, ben quand ça va s'être réglé, l'inflation va-tu revenir à 2 % ou elle va être à 3-4 %? Peut-être pas 6-7, mais mettons 3 % pour dire un chiffre, tu sais, going forward pour les 5 ou 10 prochaines années. Et il y a certaines personnes qui pensent ça, puis c'est pas complètement... je suis rendu loin. C'est pas complètement fou. Si on regarde les effets, le prix du pétrole est élevé, bien, il y a des chances de rester élevé pendant un bout parce que les compagnies ne suffisent pas à la demande. Puis heureusement que la Chine sont à peu près confinées parce que si la Chine n'était pas confinée ces temps-ci, la demande de pétrole est encore plus élevée. Les entreprises n'ont pas accès à du capital à cause des investissements responsables. Donc, ils n'ont pas été capables d'investir dans leurs infrastructures de production de pétrole parce qu'ils n'ont pas accès à du capital. Puis deux, ils se disent, bon, mais probablement que le pétrole, il y a moins de monde qui va en avoir besoin dans 10, 15, 20 ans. Fait qu'on n'a pas pour investir des milliards pour quelque chose qu'on ne soit pas capable de sortir de la terre. Donc, ça a certainement un impact. La rareté de la main-d'œuvre, ça n'a pas eu un impact majeur parce que la rareté de la main-d'œuvre, c'est pas un phénomène qui vient de commencer. Là. Ça fait plusieurs années que ça a commencé. Ça n'a pas eu un effet sur les salaires tant que ça et ça n'a pas eu un effet inflationniste. Mais on commence à avoir des points de ça. Est-ce que ça va être avec nous pour plusieurs années? On ne le sait pas encore. Tous les investissements en énergie nouvelle, énergie propre, etc., bien ça, c'est sûr que c'est la voie de l'avenir, puis c'est un must, mais ça va coûter plus cher que du prix du pétrole, qui fournit beaucoup d'énergie, puis que ça coûtait pas cher à le sortir du sol. Donc, il y a une pensée à l'effet que possiblement que le niveau d'inflation moyen, le même post-COVID, va être en moyenne plus élevé les 10 prochaines années qu'il a été les 10-15 prochaines. Fait que ça justifie des taux d'intérêt qui sont plus élevés que ce qu'on a connu en moyenne depuis plusieurs années. Donc, c'est ce qu'ont à l'esprit les banques centrales quand ils montent les taux d'intérêt. Ils ne les montent pas juste à cause du post-COVID, mais aussi ils veulent, dans le fond, réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande dans l'économie afin de stabiliser l'inflation ou de la baisser, là, à partir des niveaux actuels qui est 6-7 %, la baisser à un niveau qui est plus raisonnable, donc ralentir un peu la vigueur de l'économie. Et mon opinion, c'est que le problème avec l'inflation, c'est pas autant. C'est sûr que c'est un problème de déséquilibre. Donc, c'est comme dans un mariage qui marche pas. C'est rare que c'est juste une personne qui a le problème. Là. Alors, c'est la même chose dans l'inflation. On peut pas isoler l'offre de la demande. Là. Fait que c'est un déséquilibre entre les deux. Mais moi, je pense que le problème est plus l'offre que la demande. Et c'est pas évident, à mon avis, que l'augmentation des taux va régler le problème de l'offre. Elle va peut-être ralentir la demande, mais le problème n'est pas vraiment là.
il faut adresser l'offre. Mais le problème, la beauté de l'offre, c'est que l'offre a tendance depuis toujours à vouloir s'aligner avec la demande. Fait que quand il y a une demande pour quelque chose, l'offre, elle s'organise pour livrer la demande, parce que tu es en business pour faire de l'affaire, faire des affaires, et livrer, dans le fond, livrer ton produit ou ton service quand ta demande est là. Donc, j'ai assez confiance que les entreprises vont s'organiser, qu'ils ne laisseront pas une demande inassouvie longtemps. Donc, je pense que ce déséquilibre-là va en grande partie se régulariser dans les prochains trimestres et les prochaines années. Donc, j'ai de la misère à penser qu'on va vivre avec une inflation qui est très, très élevée. Aussi, ce qu'il faut réaliser, c'est que les marchés anticipent. Donc, c'est pas parce que l'inflation est un peu plus élevée, c'est pas parce que les taux d'escompte des banques centrales sont en train d'augmenter de façon importante que les taux à moyen et long terme, qui sont les drivers de l'économie, vont charger. Les taux avaient monté déjà bien plus vite puis bien plus rapidement. Donc, avec des taux longs aujourd'hui autour de 3 %, c'est bien en haut des taux d'escompte. C'est à peu près le double du taux d'escompte. Donc, il y a déjà eu un ajustement qui a été fait et qui reflète tout ce que je vous dis là, qui reflète l'inflation est plus élevée, qui reflète le fait que cette inflation-là va probablement diminuer, à quel niveau elle va s'établir. Donc, une partie de ça qui est déjà reflétée dans l'évaluation du marché, autant au niveau des obligations que le marché boursier. Donc, il y en a une partie qui est en arrière, je pense, qui est déjà escomptée dans les prix. Puis aussi, si on regarde, si on focus sur le marché boursier, il y a une partie du marché boursier, les marchés boursiers sont à peu près au même niveau qu'il était il y a un an, sauf que les entreprises font à peu près 15 % de plus de profit. Fait que même si les taux d'intérêt n'avaient pas bougé, le ratio d'évaluation, il a déjà baissé de 15 % parce que la pièce de bénéfice, aujourd'hui, est 1,15 $, puis vous payez le même prix. Fait que déjà là, il y a 15 %, puis les bourses ont baissé de 10-12 % depuis 3-4 mois. Fait que dans le fond, là, si vous regardez grosso modo, vous payez déjà aujourd'hui 20-25 % moins cher pour la même pièce de bénéfice que vous aviez il y a un an. Donc, il y en a déjà un ajustement qui a été fait significatif. Est-ce que c'est assez? Le jury is still out, comme ils disent, mais moi, je pense qu'il y en a un grand bout qui est déjà en arrière de nous. Il reste un autre 5-7 %. On ne sait jamais, là, le marché est un peu émotif, là, mais c'est pas comme si c'est pas déjà escompté, cette hausse de taux-là. Elle l'est déjà. Et aussi, il faut comprendre que les taux d'intérêt, ça crée un ajustement en taux réel dans l'économie. Plus les taux d'intérêt vont monter, plus ça va refroidir l'économie, ça va peut-être même l'amener en récession. On ne sait pas si la hausse de taux va créer une récession temporaire qui va durer un trimestre, 2 trimestres, puis que l'économie va repartir après ça, ça va enlever l'effet de surchauffe. Puis si l'effet de surchauffe est puis là, puis l'économie ralentit, les taux d'intérêt vont baisser. Donc, c'est un passage possiblement temporaire vers une situation plus normale à long terme. Et ce qu'on ne sait pas, c'est on va être obligé de créer une récession pour ralentir l'économie, pour que les taux se remettent à stabiliser ou à baisser un peu, qui vont recréer de la valeur, puis le processus va repartir à ce moment-là. Mais ce qui est clair, à mon avis, c'est que c'est une situation de reset temporaire qu'on vit là. C'est difficile de dire si ce reset-là est fini, mais moi, je pense qu'on est plus proche de la fin que du début. Et si comme on a fait depuis toujours, si les marchés deviennent un peu trop émotifs, puis perdent la notion de calcul, puis de rationalité, ben on va être là pour en profiter. On a du cash en masse dans les portefeuilles, puis on fera ce qu'on fait depuis 30 ans, puis on tirera avantage d'une situation qui est temporaire négative pour engranger des titres de qualité qui vont avoir trop baissé. T'sais, on a passé à travers toutes les récessions des 30 dernières années, on a passé à travers des guerres, des pandémies, des crises financières, puis on va passer à travers de celle-là aussi. J'ai bon espoir qu'on est plus proche de la fin du redressement de ce qu'on vit là que du début. Mais on continue à garder ça à rester attentif. On est conscient que nos clients, ça fait pas notre bonheur, ça fait pas le bonheur de nos clients que leur portefeuille recule de 5 ou 10 %. Dites-vous que nous aussi, nos portefeuilles reculent de 5 à 10 %. On a des rires, nous aussi, là. Tous les gens du groupe d'Alpé Millette qui s'appelle maintenant Patrimoine d'Alpé et Associés, nous, non seulement nos rires baissent, mais notre paye baisse aussi parce qu'on est payé en fonction des actifs. Donc, nous non plus, ça ne tente pas que ce qui se passe là. Donc, ça devrait au moins rassurer nos clients qu'on est dans le même bain qu'eux autres, là, et qu'on garde cette situation-là. On la suit et on fait
On fait tous les efforts nécessaires pour autant gérer l'émotion de nos clients que leur portefeuille. Et je pense que vous êtes en bonne main et on vous remercie de votre confiance.